Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Le prix Nobel de la paix 2025 attribué à María Corina Machado, figure de l'opposition vénézuélienne. Oui, bonjour. Effectivement, le comité Nobel a salué son, je cite, travail inlassable pour les droits démocratiques et sa lutte pour une transition juste et pacifique. Mais voilà, dès l'annonce, on a vu des réactions très tranchées. C'est une décision complexe, hein ? Tout à fait. Complexe et controversé. C'est pourquoi on va essayer d'y voir plus clair en examinant les différentes facettes. Le parcours de Machado, le contexte là-bas et les arguments des uns et des autres. Exactement. Alors commençons par elle, María Corina Machado. Qui est-elle? Son parcours politique? Alors, elle n'est pas nouvelle sur la scène politique. Loin de là, active depuis 2002 à peu près. Elle a cofondé Sumate, une ONG qui défendait les droits des électeurs. D'accord. Puis elle a été députée entre 2011 et 2014. C'est une opposante historique, d'abord à Chavez, puis bien sûr à Maduro. Et plus récemment, elle est vraiment revenue au premier plan. Il y a eu cette victoire écrasante aux primaires de l'opposition en 2023. Oui, même si le régime l'a ensuite empêché de se présenter, l'a disqualifié. C'est ça. Et malgré ça, son soutien a été, semble-t-il, décisif pour Edmundo González Urrutia lors de la présidentielle de 2024. Et puis cette mobilisation citoyenne pour surveiller le vote. Tout à fait. Le comité Nobel insiste beaucoup là-dessus, sur cet aspect démocratique, pacifique de 2024. D'ailleurs, elle vit en semi-clandestinité, apparemment, menacée. Oui, mais c'est là que ça se complique, si on regarde les critiques. Exactement, parce que ses détracteurs, eux, ils pointent d'autres épisodes. Par exemple, son implication présumée dans la tentative de coup d'État de 2002 contre Chavez. Ah oui, le fameux décret Carmona qu'elle aurait signé, celui qui dissolvait toutes les institutions démocratiques. Ça reste un point sensible. Très sensible. Et il y a aussi ces appels répétés au fil des ans à une intervention étrangère, y compris militaire américaine, et son soutien aux sanctions économiques américaines contre le Venezuela. Ça, c'est très clivant aussi. Beaucoup estiment que ces sanctions, elles frappent surtout la population civile, déjà en grande difficulté. C'est l'argument principal, oui. On lui reproche aussi son rôle dans les manifestations de 2014, la Salida, que le gouvernement a qualifiée de violente, les Guarimbas. Et puis, il y a ces alliances politiques qui, interrogent certains. Oui, ça fait grincer des dents. Elle a dédié son prix à Donald Trump, par exemple. Elle est vue comme proche de figures comme Netanyahou, Milei en Argentine, Duque en Colombie. Elle a signé la charte de Madrid liée au parti d'extrême droite espagnol Vox. Elle a aussi pris position pour, je cite, « le droit d'Israël à se défendre durant la guerre à Gaza ». Et sur le plan économique, son programme est souvent décrit comme très néolibéral, avec l'idée de privatiser la compagnie pétrolière nationale PDVSA. C'est un portrait complexe. D'un autre côté, ses soutiens mettent souvent en avant sa foi catholique. Elle la présente comme un pilier de sa résistance qu'elle qualifie de pacifique. Et l'épiscopat vénézuélien a d'ailleurs soutenu le respect du vote en 2024. C'est vrai, tout ça se déroule dans un contexte vénézuélien absolument dramatique. Les sources parlent d'une crise humanitaire et économique gravissime. Ouais, pauvreté généralisée, une émigration massive, près de 8 millions de personnes qui ont quitté le pays depuis 2014, c'est énorme. L'État est qualifié par certains observateurs d'autoritaire brutal. Et la situation politique post-électorale de 2024 est très tendue. Le Conseil national électoral a proclamé Maduro vainqueur, mais sans publier les procès-verbaux détaillés, ce qui nourrit les doutes. Doutes partagés par des observateurs comme l'ONU ou le Carter Center, qui semblent donner du crédit aux chiffres de l'opposition indiquant une victoire de González. La Commission interaméricaine des droits de l'homme aussi. Et la réponse du régime aux manifestations a été terrible selon les rapports de la CDIH et de Human Rights Watch. On parle d'une répression violente, au moins 23 morts confirmés, plus de 1900 arrestations arbitraires depuis juillet 2024. Y compris des adolescents. Oui, des disparitions forcées, des accusations de torture. C'est la fameuse opération Tuntun avec des rafles et l'usage des collectivos, ces groupes armés pro-gouvernement.
Et ça s'ajoute à un climat général de répression, hein. Système judiciaire contrôlé, harcèlement des défenseurs des droits humains, fermeture de médias, blocage de sites web, un projet de loi aussi pour contrôler les ONG. Le tableau est sombre. Très sombre. Alors, dans ce contexte explosif, comment le comité Nobel justifie-t-il son choix pour Machado? Le communiqué officiel met vraiment l'accent sur son courage personnel, sur sa capacité, disent-ils, à avoir unifié une opposition souvent divisée, et sur ses efforts jugés pacifiques et démocratiques, surtout en 2024. Il la voit comme un symbole d'espoir. C'est ça, un symbole d'espoir face au recul démocratique qu'on observe un peu partout dans le monde. Et ils estiment que ça correspond aux critères d'Alfred Nobel: fraternité, paix, résistance à la militarisation. Mais la controverse, elle, n'a pas tardé. Très virulente même. Ah oui, des critiques, on en trouve par exemple sur le site Common Dreams, qui remettent en cause l'idée même d'associer le mot paix à Machado. Certains la comparent à Henry Kissinger. Un autre lauréat très controversé. Exactement. On lui reproche son soutien passé à l'interventionnisme, aux sanctions. Et puis il y a l'ombre de Donald Trump qui plane, non? Il voulait le prix, et le fait qu'elle lui dédie sa récompense en parlant de son soutien décisif. Oui, ça a jeté de l'huile sur le feu, clairement. Pour les critiques, ça renforce l'idée d'une décision très politique, voire partisane. En même temps, d'autres espèrent que ce Nobel va peut-être la protéger un peu face au régime de Maduro, lui donner une sorte de bouclier international. C'est un espoir exprimé, oui. Il faut rappeler qu'il y avait 338 candidats cette année et que les délibérations restent secrètes pendant 50 ans. On ne saura pas le fin mot de l'histoire avant longtemps. Donc, pour résumer, on a un prix Nobel de la paix qui récompense une lutte indéniable pour la démocratie dans des conditions extrêmes. Mais attribué à une personnalité extrêmement polarisante. Célébré pour son courage par les uns, très critiqué pour ses méthodes, ses alliances passées par les autres. Le tout dans un pays, le Venezuela, qui est en pleine tragédie humanitaire et politique. C'est exactement ça. Une situation très complexe. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Qu'est-ce que ça nous dit sur la notion même de paix? L'attribution de ce prix à une figure aussi controversée dans un contexte aussi polarisé. Est-ce que ça redéfinit d'une certaine manière ce que signifie œuvrer pour la paix quand on lutte contre un régime autoritaire? Voilà, une question à méditer.